Vous êtes bien sur Média TV. Aujourd'hui, une émission un peu particulière. Youssef avait 8 ans lorsqu'il est mort, électrocuté dans une flaque d'eau à Casablanca. Pour comprendre les circonstances de ce drame, son oncle a accepté de nous livrer son témoignage. Il sera suivi d'Omar Benjeloun, avocat au barreau de Rabat. Il nous livrera son analyse et les éléments importants à avoir en tête lorsqu'il s'agit de ces tragédies. Et évidemment, à mes côtés, mon fidèle ami Bachir Thiam, rédacteur en chef à Média TV. Bonjour Bachir. Bonjour Mehdi. Mohamed Chamiche, bonjour. Bonjour Mehdi et merci de m'avoir invité sur votre plateau. C'est nous qui vous remercions. Vous êtes l'oncle du petit Youssef. Les faits se sont déroulés le 7 juillet dernier à Casablanca. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce qui s'est passé ? Oui. Bon, c'était entre 21h et 22h. Bon, ma belle-sœur elle a décidé d'emmener son fils à la corniche de Ndieb. Bon, mon frère il est resté parce qu'ils ont une petite fille de 8 mois. Donc il est resté avec la petite. Donc la maman, elle est partie avec Youssef en taxi. Donc en arrivant, elle est sortie du taxi. Donc, elle a passé le vélo à Youssef. Et donc au moment où lui, donc il est monté au vélo, donc le temps qu'elle ferme la porte du taxi, donc elle s'est tournée vers lui en lui disant Youssef, attends. Donc il était sur le trottoir. Et Youssef, donc il a fait un demi-tour pour retourner, donc pour revenir vers sa mère. Et à ce moment-là où il est passé par une flaque d'eau, et voilà, ce qui fait effet. Elle a pensé qu'il est tombé. Donc elle est venue vers lui en lui disant Youssef, qu'est-ce que tu as? Et au moment où elle a voulu le tenir par la main, c'est là où il a reçu une décharge électrique. Et c'est là où elle a réalisé que son fils, il est en train de subir une décharge électrique. Voilà, c'est là où il a commencé à crier, à demander de l'aide. Ndieb, la corniche, entre 21h et 22h, vous imaginez le nombre de personnes qui sont sur place. C'est des familles, des enfants, des jeunes. Puis il y avait le policier de la circulation, donc il a essayé d'appeler l'ambulance, mais malheureusement, ce qui fait effet, Youssef, il est mort après je ne vais pas dire quelques minutes, après quelques secondes. Donc voilà, c'était un scénario qu'on ne peut pas imaginer. Et le soir même, le soir même, vers 22h, je reçois un coup de téléphone. Et c'était mon frère au bout du fil, brisé, en pleurs, qui me dit mon frère, mon fils est mort. Je peux vous dire que c'est le pire coup de téléphone que j'ai reçu de toute ma vie. Et en quelques heures, on est passé de la célébration à l'horreur absolue. Voir son enfant mourir devant ses yeux et se retrouver impuissant, assister à la mort de son propre fils de 8 ans, sans pouvoir rien faire, je peux vous dire que c'est un traumatisme d'une violence inouïe. On entend évidemment cette tragédie et évidemment on donne toutes nos condoléances à la famille. Concernant la SRM qui s'occupe donc de toute l'énergie à Casablanca CETA, une citation parce qu'elle s'est exprimée par voie de la presse. L'eau stagnante observée sur les lieux de l'accident ne provenait pas des ouvrages exploités par la SRM Casablanca CETA. La SRM précise aussi que le câble visible sur le trottoir dans cette zone ne fait pas partie de son réseau et qu'elle a coupé l'alimentation électrique de ce câble par précaution, évidemment. Ensuite, la société indique par ailleurs coopérer pleinement avec l'enquête ouverte par les autorités compétentes. Nous avons, nous, à Média TV, essayé de les joindre. Ils ne veulent pas s'exprimer tant que l'enquête est en cours.
évidemment, après cette émission, ils auront un droit de réponse s'ils veulent venir. Je voulais vous demander, Mohamed Chamiche, avant de parler vraiment de cette affaire, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de Youssef? Qui était-il? C'est-à-dire, c'est un enfant comme tous les enfants. C'est un enfant qui... il était plein de... c'est lui qui s'occupait de sa petite sœur. C'est lui qui il disait à ses parents, écoutez, moi je suis le grand frère, parce qu'il n'y a que lui et la petite, donc lui il a 8 ans. Il va voir, normalement, il devait avoir 8 ans dans quelques mois. Donc lui, elle a 8 mois, donc on va dire qu'il était un peu chouchouté par ses parents. C'est l'aîné, c'est l'unique, on va dire, garçon. Il était proche de sa maman. Je me rappelle, il l'appelait tout le temps Maman Habiba. Mais bon, c'est un enfant qui est joyeux, comme tous les enfants. Il veut jouer, courir. Voilà, c'est tout ce que je peux faire, c'est tout ce que je peux dire. Bien sûr. C'est un jeune garçon plein de vie. Maintenant. Dans quel état Exactement. Parce que évidemment, on pense évidemment à la maman. On s'y est au téléphone hier. Vous me parliez de l'état de la maman. Elle est suivie actuellement. Comment va-t-elle? Non, normalement, il va être suivi par un psychologue, parce qu'il n'arrive ni à accepter la perte de son enfant, ni à oublier ou à effacer les images. Ce qui s'est passé ce 7 juillet, il fait tout le temps des cauchemars, il n'arrive pas à dormir comme avant. Je peux vous dire qu'il est encore en état de choc. À chaque fois qu'il est toute seule, il pleure. Mon frère, il a changé. J'ai senti qu'il a changé. Déjà, je me rappelle lors de l'enterrement, lui, il ne concevait pas qu'il est mort. Parce que lors de l'enterrement, il s'est tourné vers moi en me disant mon frère, est-ce que mon fils va dormir ici tout seul? Pour lui, il n'est pas mort. Il me dit, il n'a que 8 ans. Il a l'habitude de dormir à côté de moi. Et généralement, c'est un choc pour toute la famille. Parce qu'en même temps, quand je vois mon père, âgé de 86 ans, qui pleure, et c'est la première fois que je vois mon père, donc les larmes aux yeux, brisées. C'est normal, c'est son petit-fils. Je peux vous dire, Mehdi, que c'est un calvaire que nous vivons depuis ce 7 juillet. On imagine totalement, évidemment, nous le vivons chaque jour, chaque heure, chaque seconde. Précisons aussi aux téléspectateurs un instant, évidemment, il y a un délai de latence entre nous deux, donc si nos voix se chevauchent, évidemment, ce n'est pas un manque de politesse. J'aimerais qu'on parle un tout petit peu du dossier, maintenant qu'on sait concrètement ce qui s'est passé, et on connaît évidemment et on imagine votre douleur. Quelles sont à ce stade aujourd'hui les informations que vous avez pu avoir? Où en est le dossier? Il y a une enquête qui est ouverte. Oui, il y a une enquête, mais on ne sait pas son état d'avancement. Mais ce que je peux dire, c'est juste par rapport à ce que parce que vous avez parlé de la SRM, comme quoi oui. Le fil électrique n'appartient pas aux installations, aux ouvrages de la SRM. Moi, ce que je peux dire, que le soir du drame, il y avait 3 éléments qui se sont croisés ou qui se sont rencontrés. Il y a d'abord l'eau, causée par une fuite, d'après ce qu'on nous a dit. Il y a le poteau électrique, il y a le câble qui venait, il était connecté à ce poteau et pour desservir un panneau
publicitaire, c'est ce qu'on nous a dit. Et ce câble, il y avait les fils qui, on va dire, un câble à nu qui baignait dans l'eau. Et c'est ce qui a causé ce drame. Moi, d'après ce que j'ai vu, parce qu'il y avait pas mal d'articles que j'ai lus dans la presse, et d'après une enquête journalistique, j'ai vu que des ingénieurs qui ont apporté des déclarations par rapport au système de sécurité. Moi, je les ai notés. Il y a trois dispositifs de sécurité. Si vous voulez, je peux vous. Ils sont là parce que je les ai marqués, parce que comme je ne suis pas spécialiste, c'est ce qu'ils ont dit. Donc, il y a 3 dispositifs de sécurité qui doivent être installés, surtout dans l'éclairage public. Il y a le disjoncteur différentiel à haute sensibilité. Donc, voilà, c'est un équipement qui coupe automatiquement le courant en une fraction de seconde dès qu'il détecte la moindre fuite de courant vers la terre ou le contact avec de l'eau. Il y a aussi l'étanchéité et l'isolement renforcé des coffrets. Donc là, ça veut dire que les jonctions et les trappes de poteaux doivent être hermétiquement fermées avec des gaines étanches et des dispositifs anti-vandalisme. Et le 3e dispositif, c'est la mise à la terre. Elle permet de dériver l'électricité en cas d'anomalie au lieu de transformer le trottoir en Bien piège. sûr, Mohamed Chamiche. Évidemment, tous ces éléments, pardon de vous couper, tous ces éléments appartiennent évidemment à l'enquête, c'est important de le rappeler aussi. Ce qu'on s'était dit au téléphone et ce que vous venez de dire aussi ici, c'est vous venez pas ici accuser qui que ce soit parce qu'il y a une enquête en cours et vous respectez cette enquête. Vous voulez des réponses. C'est ça votre appel aujourd'hui. Moi, j'ai des questions. Bon, je ne peux pas accuser parce que tout simplement, je ne suis pas juge. C'est à la justice et au tribunal de déterminer les responsabilités directes et indirectes. Moi, je pose des questions. On parle de fil électrique. Moi, je pose la question, qui a autorisé le raccordement de ce fil électrique? Qui devait entretenir la fuite d'eau? Qui devait entretenir le poteau électrique? Moi, j'ai que des questions. Et j'aimerais bien avoir une réponse. Et vous avez lancé une procédure, et vous avez pris un avocat, vous avez lancé une procédure? Vous avez porté plainte? Non, malheureusement, non, parce qu'on a eu quelques blocages. Je peux vous dire que on s'est retrouvé confronté à une bureaucratie muette. Quand on demande à la morgue le rapport de l'autopsie, on nous dit que la police l'a récupéré. Quand on s'adresse au tribunal, parce qu'on a besoin de constituer, on a besoin de tous les éléments pour pouvoir entamer la procédure judiciaire. Quand on demande au tribunal, on nous dit on attend toujours le rapport d'autopsie. Il n'y a aucun soutien moral ou de solidarité. C'est-à-dire on s'est retrouvé seul, isolé. Vous parliez aussi des associations. Il y a un silence à la fois. Il y a un silence. Je peux vous dire qu'il y a un silence à la fois institutionnel et sociétal. Donc il n'y a que la famille maintenant qui se bat, qui tourneront. Et il y a la grève des avocats qui ne facilite pas la tâche. Parce que pour pouvoir entamer une procédure, il faut un avocat. Et comme c'est la grève en ce moment, alors, vous parlez justement vous parlez des avocats, Mohamed Chamiche. Oui. Pardon de vous couper parce que le temps court, évidemment. On propose dans cette émission, en deuxième partie, de recevoir Omar Benjelloul. On doit avancer. Merci d'avoir témoigné, d'avoir eu le courage de témoigner. Évidemment, une fois de plus, on tient, nous tous, à vous exprimer toutes nos condoléances à vous et à votre famille. Et une pensée particulière à la mère, évidemment, qui doit être traumatisée actuellement. Omar Benjelloul, bonjour. Bonjour et merci de m'avoir invité pour ce dossier douloureux. Merci à vous. Vous êtes avocat au barreau de Rabat. Cette affaire, on le devine assez facilement, est complexe. Ma première question, c'est quelles infractions pénales peuvent être retenues dans une affaire comme celle-ci concrètement ?
Alors concrètement, il y a deux responsabilités. Il y a une responsabilité civile et une responsabilité pénale. La responsabilité civile réside dans le fait de ne pas avoir prévu un gardiennage permanent 24 heures sur 24 par rapport à des réseaux de haute tension. Donc cette responsabilité civile, bien sûr, provoque la responsabilité de deux grands acteurs que sont la municipalité ou la mairie de Casablanca et la société délégatrice, la DSP, la délégation de services publics, qui est en charge avec la mairie par un contrat de délégation de services publics, qui est en charge de l'électricité communale et donc de toute l'installation, de toute la public utilities de l'électricité sur Casablanca. Donc ces deux acteurs sont responsables d'une situation tragique, de la perte de la vie d'un jeune Casablancais. D'ailleurs, je présente toutes mes condoléances à sa famille, mes condoléances à toute la jeunesse casablancaise et à la jeunesse marocaine, et bien évidemment surtout mes condoléances contribuables casablancais et à l'électeur casablancais par rapport à la question municipale. Donc nous avons deux responsabilités qui sont civiles et pénales. Le côté pénal, c'est bien évidemment l'infraction de l'homicide involontaire qui est régulé par le 432 et le 433 du Code pénal, ou bien évidemment si l'expertise atteste du lien de causalité entre cette négligence du délégataire de service public et de la mairie de Casablanca, eh bien, cette négligence ayant provoqué la mort, bien évidemment, nous serons devant une qualification pénale par le parquet relative à l'homicide involontaire pour laquelle va encourir le représentant légal de la mairie ou bien le représentant légal de la DSP, une peine d'emprisonnement de 2 ans. Merci Omar Benjeloun. Alors avant de continuer, Bachir Thiam, vous avez aussi quelques petites données intéresses pour qu'on puisse continuer avec, avec c'est juste d'abord, effectivement, on va rappeler d'abord que c'est une norme de sécurité quand même qui est posée aujourd'hui, parce qu'on est en train de dire qui est responsable, qui ne l'est pas. Et ça, c'est la justice de nous le dire. Ce que j'ai remarqué justement, qu'il n'y a pas de registre spécifique, en tout cas recensant uniquement les décès liés à l'électrocution. Donc, c'est des cas qui arrivent, c'est des accidents. Et le plus gros de ces accidents se passe en milieu professionnel plutôt, et à domicile qu'en milieu public. Il faut le dire heureusement d'ailleurs, parce que bon, les populations, surtout l'été, tout ça, les gens sont dehors. Si ça se passait beaucoup plus en milieu public, ça serait beaucoup plus catastrophique. Donc, heureusement pour ça. Il n'y a pas de chiffre exact, mais 43% des accidents répertoriés à ce jour, c'est dans le milieu professionnel et 36% en domicile. Donc, c'est dire que encore on peut faire beaucoup plus attention quand surtout on a des enfants avec soi dans des places publiques. Quelques chiffres également. Alors, il n'y a aucune valeur de tension qui a été communiquée publiquement à ce jour. Cependant, on sait que le courant alternatif domestique standard, donc ce qu'on a dans la plupart des poteaux électriques, est entre 220 et 230 volts, ce qui est largement suffisant pour être mortel. Des intensités de l'ordre de 30 à 50 milliampères traversant le cœur peuvent déjà provoquer une fibrillation ventriculaire mortelle. Donc voilà, c'est des données aussi à avoir en tête, tout en sachant que l'eau est un facteur aggravant majeur, évidemment. Moi, je voulais vous demander, Omar Benjeloun, le fait que la SRM affirme que le câble ne relève pas de ses installations, est-ce que ça suffit à l'exonérer de responsabilité ou on peut quand même se dire qu'il y a un défaut de surveillance du réseau ? Non, il y a, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a 3 niveaux de responsabilité. Vous avez la responsabilité, encore une fois, de la mairie de Casablanca, la responsabilité du délégataire de service public ou bien la responsabilité du service technique en charge de la maintenance et du gardiennage de l'installation du réseau. Donc ce sont les 3 responsabilités possibles. Maintenant, il y a mort d'un enfant. On ne peut pas parler d'une irresponsabilité de ces 3 niveaux institutionnels, sauf en un seul cas, ce qui est du cas de force majeure. Et le cas de force majeure sera de la responsabilité de ces 3 paliers, justement, de le prouver pour se dédouaner, se défendre. Mais en tout cas, le lien de causalité entre l'installation électrique et la mort de l'enfant est bel et bien attesté. Maintenant,
pour la sommation descriptive et pour les PV des officiers de la police judiciaire, de la gendarmerie ou de la police sur place qui ont dû dresser leur PV, et plus que cela, l'ordonnance d'expertise qui va être certainement, qui a dû certainement être donnée et ordonnée par le procureur de Casablanca, va juste délimiter les responsabilités de qui est qui responsable de la situation. Maintenant, la déclaration des uns et des autres est une déclaration qui ne représente que celle qui la tient, mais le document qui va attester et qui va délimiter la responsabilité, c'est bel et bien l'expertise ordonnée par le ministère public, mais en tout cas, le domaine de définition de cette affaire qui est à la fois civile délictuelle et à la fois pénale est bel et bien défini. C'est qu'il y a une faute de la part de qui l'a commis, c'est-à-dire la commune de Casablanca et le délégataire de service public, et le dommage causé qui est la perte d'une vie d'un jeune adolescent. Il suffit juste d'attester du lien de causalité entre la faute et le dommage pour qu'on puisse éventuellement punir et demander les dommages et intérêts pour que justice se fasse. Une question concernant maintenant la famille. Est-ce que la famille peut-elle porter plainte contre X en l'absence de responsable identifié à ce stade pour l'instant, tant que l'enquête n'a pas encore avancé? Quels sont, en tout cas pour l'instant, les recours pour la famille? Bon, s'il n'est pas... Le recours pour la famille est tout simplement de porter plainte pour homicide involontaire et négligence contre les 2 ou 3 institutions qui sont déjà définies. On ne porte plainte contre X que quand l'anonymat est réellement installé, quand on n'a pas d'indice fort ou de début de preuve. Mais là, les responsabilités sont définies. C'est la commune, le délégataire de service public ou bien la direction ou le service en charge de maintenance et de gardiennage qui sont responsables civilement et pénalement. Donc les acteurs sont définis, à charge pour le ministère public et le procureur de Casablanca de justement choisir le réel responsable sur la base des PV qu'il avait ordonnés auparavant ou bien sur la base, s'il peut se contenter, des PV qui ont été dressés par l'officier de la police judiciaire, vu que tous les éléments constitutifs, les éléments matériels constitutifs de l'infraction pénale sont là, c'est-à-dire le cadavre, c'est-à-dire la place du crime, le théâtre du crime et en même temps l'outil du crime, quand bien même n'est-il pas volontaire. Donc effectivement, la famille peut saisir le ministère public et le procureur de Casablanca pour homicide involontaire et négligence. Et j'ai entendu tout à l'heure un parent de la victime dire qu'il a été bloqué. Cela n'a pas lieu d'être parce que la plainte mériterait d'être déposée pour qu'il y ait une confirmation de l'autosaisine du parquet. Et en même temps, même si les avocats sont en grève, d'ailleurs ils sont en grève par rapport à ce genre de dossiers qui sont très représentatifs du déséquilibre entre acteurs devant un procès, et donc justement l'indépendance et l'immunité des avocats par rapport à ce qu'on défend dans le cadre de cette grève, c'est justement de protéger ces familles devant la force de l'adversaire qui aurait éventuellement la taille d'une société. Alors Omar Badjenoul, j'ai une question à vous poser. Une commune aussi puissante que Casablanca. J'ai une question à vous poser, Omar Badjenoul. Vous êtes un avocat du barreau de Rabat, vous êtes un ténor du barreau. Pardon de vous prendre comme ça et de vous poser cette question sur Média TV, c'est aussi la force de Média TV, c'est de rapprocher aussi les gens. Vous avez vu cette famille, franchement elle est démunie. Elle a vécu un drame. Alors ça peut être utile évidemment de passer dans des médias comme ça. Moi je vous pose la question à vous, est-ce que vous accepteriez peut-être, à titre pourquoi pas gratuit, alors ça vous vous arrangez avec eux, peut-être de prendre de ce dossier ou en tout cas de jeter un coup d'œil sur ce dossier pour aider cette famille. Il me semble qu'ils nous écoutent encore. Voilà, je vous pose la question. Désolé de vous la poser comme ça de but en blanc, mais vous m'avez donné l'idée.
J'accepterai bien sûr volontiers, si la famille me le demande, avec une grande conscience et un grand dévouement, que j'accepterai de défendre ce drame tragique, de par le fait de défendre aussi un déséquilibre entre cette famille citoyenne isolée face à des mastodontes, à des grandes forces comme celle du capital et comme celle de la grande commune de Casablanca, qui doivent, je parle au pluriel, tout de même respecter le citoyen. On peut tout de même, en ayant des milliards d'argent du contribuable, quand même mettre en poste une société qui protégerait un poste électrique sur la corniche de Casablanca, cette belle corniche de Casablanca où les investissements flambent. On peut tout de même mettre ce qu'il faut pour sécuriser la marche du dimanche matin. On entend évidemment, donc qu'on se confirme, donc vous allez défendre à titre gratuit cette famille. Évidemment, on entend tout ce que vous nous dites et le message, je pense, est passé en ce qui concerne la grève, évidemment, bien sûr. Donc voilà, on peut vous mettre en relation avec la famille, c'est une possibilité. Comme je vous ai dit, bien évidemment, je serai ravi de pouvoir encore une fois aller sur les prétoires, une fois que la grève est levée, bien évidemment, de défendre cette cause devant la force, encore une fois, des multinationales, des délégataires de services publics et de la commune qui est censée représenter les citoyennes et citoyens, et donc leur sécurité, assurer leur sécurité. Bien évidemment, c'est une cause qui mérite le volontariat, qui mérite le dévouement, comme d'ailleurs notre serment et notre profession de foi le prévoit depuis notre adhésion à la profession d'avocat. Merci beaucoup Omar Benjelloun, avocat au barreau de Rabat et de Marseille. Merci à vous Bachir Thiam pour les éléments que vous nous avez donnés. Et évidemment, merci à vous très chers téléspectateurs d'avoir suivi. Nous allons mettre en relation donc les deux intéressés. L'info continue sur Média TV.